Et il faut aussi se rendre compte que ces contraintes techniques vont engendrer des contraintes d'ordre réglementaire, puisque ici, il va falloir créer une servitude qui va vous permettre de faire passer les réseaux, etc. Comment diviser un terrain ou comment détacher une parcelle de terrain constructible? C'est le sujet que nous allons traiter dans la vidéo d'aujourd'hui. On est parti. Bonjour à tous, ici Yoni le marchand de biens. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo tuto dans laquelle nous allons parler de division de terrain à bâtir. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens sur la région lyonnaise et je dirige la MDB Academy, organisme de formation certifié Calliope dans lequel nous accompagnons toutes les personnes qui souhaitent lancer une activité professionnelle immobilière ou de marchand de biens ou de division foncière, etc., eh bien, à le réaliser dans les meilleures conditions possibles. Si vous êtes des anciens de la chaîne, eh bien, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme et que vous réalisez des opérations qui vous génèrent des marges absolument scandaleuses. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire rentrer un petit peu de complexité dans le sujet de la division foncière. Alors il faut savoir que la division foncière, que ce soit le simple détachement d'une parcelle constructible ou la création de lotissements, sont vraiment des opérations classiques de marchand de biens. Si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous savez que ce sont des opérations que nous affectionnons tout particulièrement. Et d'ailleurs, si vous voulez voir des exemples d'opérations de division foncière dans lesquelles on a détaché une ou plusieurs parcelles de terrain à bâtir, eh bien on vous mettra des liens dans la description de la vidéo. Je vous invite bien à aller regarder des exemples, non seulement des exemples d'opérations, mais également des exemples des rentabilités que ça peut dégager. Vous pourrez alors voir que ce type d'opération n'est pas très complexe, mais peut générer des dizaines, voire parfois des centaines de milliers d'euros pour l'opérateur qui va réaliser cette typologie d'opération. Maintenant, comme souvent dans l'immobilier, ce qui paraît simple vu de l'extérieur, on se dit bon bah ok, on vient, on détache, on découpe, on fait un terrain à bâtir et puis on le revend. En réalité, il est beaucoup plus compliqué. Donc, si vous suivez ma chaîne, vous savez que moi j'aime bien mettre de la complexité, en tout cas rappeler cette complexité du monde réel, on va dire, en l'opposant à la facilité du monde de YouTube où tout a l'air simple. On devient riche comme ça, on devient rentier en 2 secondes. Salut à toi, jeune entrepreneur. Eh bien, dans cette chaîne YouTube, j'essaie de ramener un petit peu de complexité et d'ajouter un petit peu de sérieux justement à toutes ces activités immobilières. Donc, qu'est-ce qu'il faut appréhender, à quoi il faut penser lorsqu'on veut réaliser une opération de division foncière? Eh bien, comme dans beaucoup d'opérations de marchand de biens, d'opérations professionnelles immobilières, que ce soit aussi de la promotion ou autre, eh bien, il va falloir prendre en considération plusieurs contraintes. La toute première contrainte que nous allons regarder, c'est la contrainte réglementaire. La contrainte réglementaire va être constituée de 2 sous-domaines. Donc, il y a l'urbanisme et il y a également le droit privé. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, mais pourquoi le droit privé? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Tout d'abord l'urbanisme, parce que vous voulez détacher une parcelle de terrain, à moins que vous ne souhaitiez y faire pousser des pommes de terre ou ce genre de choses, eh bien, ça va vraiment être intéressant que si cette parcelle de terrain est constructible. Et donc, pour savoir si cette parcelle de terrain est constructible, eh bien, il faut aller regarder le règlement d'urbanisme. Alors, il y a le code de l'urbanisme au niveau national qui va régir un petit peu tout ce qui se passe au niveau national, qui donne les grandes lignes, on va dire, de la réglementation en matière d'urbanisme. Mais après, ce qui va faire foi, c'est plutôt le PLU. Enfin, pour les communes qui en sont dotées, en tout cas, PLU, c'est le plan local d'urbanisme, et en gros, c'est l'ensemble. Alors, je fais vraiment, c'est pas une formation, hein, cette vidéo, donc je vous explique vraiment en gros. Le PLU, le plan local d'urbanisme, c'est le règlement de la commune ou de l'intercommunalité en matière d'aménagement urbain. Donc, il faut aller se référer au PLU pour voir si le terrain, eh bien, déjà est constructible. Et s'il est constructible, ça ne nous garantit pas pour autant qu'il soit divisible. Parce que la notion de divisibilité, parfois, eh bien, soit elle sort des règles du PLU, par exemple. Donc on va dire, bah non, là c'est pas possible. Là, bah, il y a une départementale, donc vous mettez en danger la sécurité des usagers. Donc vous ne pouvez pas détacher de parcelles à bâtir, bien que le terrain soit constructible. Donc là, il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que divisibilité et constructibilité ne sont pas la même chose. Donc il faudra bien prendre en considération les deux, le caractère constructible, mais aussi le caractère divisible du terrain. Ensuite, au niveau du droit privé, quand est-ce qu'on peut avoir affaire au droit privé? Alors je ne vais pas vous donner tous les cas de figure, hein, mais vous donner un simple exemple. Vous êtes en lotissement. Vous êtes dans un lotissement qui est encore régi par un cahier des charges. Un cahier des charges, ça relève du droit privé. Et
pour que vous le sachiez, dans le droit français, le droit privé ne se périme jamais. Donc si vous avez un règlement de copro, si vous avez un cahier des charges de lotissement, que celui-ci a été mis en place à une certaine année et qui n'a pas été abrogé par les copropriétaires ou les colotis, eh bien celui-ci ne se périme pas dans le temps et donc il reste opposable. Opposable, ça veut dire qu'en gros, il reste valable pour toutes les autres personnes qui veulent faire des choses. En gros, je schématise, j'essaye de simplifier au maximum. Et donc, par exemple, vous tombez dans un lotissement qui est encore régi par un cahier des charges de 1956. Et vous regardez le PLU, et le PLU vous dit, pas de problème, monsieur le marchand de biens, ce terrain, il est constructible. Vous vous dites, chouette, je vais pouvoir réaliser une opération de division foncière. Sauf que lorsque vous allez regarder le cahier des charges du lotissement peut vous dire, ah bah non, monsieur le marchand de biens, ici c'est un lot par assiette foncière. Et donc du coup, vous savez que la divisibilité, elle, n'existe pas sur ce type d'opération. Donc la contrainte réglementaire, c'est la toute première chose qu'il faut regarder lorsqu'on envisage une opération de division foncière, parce que c'est elle qui va vous dire, en gros, si c'est faisable ou pas faisable. Et si c'est pas faisable, si le terrain n'est pas constructible, s'il n'est pas divisible, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, vous pouvez passer votre chemin, next, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je regarde cette contrainte en tout premier. Ensuite, il y a la contrainte commerciale, parce que, admettons que vous ayez fait votre étude, etc., et vous voyez que vous pouvez détacher, je ne sais pas, une parcelle de terrain à bâtir de 200 mètres carrés. Alors ceux qui vivent en milieu rural vont se dire « Oh là là, mais c'est rien du tout », et ceux qui vivent en région parisienne vont se dire « 200 mètres carrés, c'est Byzance ». Mais voilà, ça dépend toujours des secteurs. Mais admettons que vous puissiez détacher une parcelle de 200 mètres carrés. Eh bien, ce que je vous ai dit à l'instant doit justement résonner. Parce que si vous êtes en milieu plutôt rural, vous avez la possibilité de détacher une parcelle de 200 mètres carrés, eh bien, sachez que ça ne vaut pas grand-chose. Parce que cette parcelle de 200 mètres carrés, eh bien, il n'y a pas grand monde qui sera prêt à vous l'acheter. Donc, il faut, lorsque vous envisagez une opération de division, que vous raisonniez comme un commerçant, puisque un marchand de biens, je vous le rappelle, est un commerçant de l'immobilier. Et donc, vous devez vous demander, est-ce que le produit que je vais mettre sur le marché va trouver preneur ? Si clairement je suis encore une fois sur un milieu rural, ça sert à rien que je détache des toutes petites parcelles de terrain à bâtir, parce que sur mon secteur, personne ne va en vouloir. Donc il faut que vous apportiez au marché dans lequel vous opérez un produit dont il veut. C'est la base du métier de commerçant, c'est d'apporter à son public cible le produit qu'il souhaite acheter. Ensuite, il y a la contrainte fiscale. La contrainte fiscale qui va, je sais, intéresser et inquiéter beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, notamment sur la question des terrains à bâtir, puisque la fiscalité en la matière est quand même assez peu claire et très sujette à interprétation, notamment en ce qui concerne la réglementation sur la TVA. Donc il y a des sujets au niveau des terrains à bâtir, est-ce qu'on est en TVA intégrale ou est-ce qu'on est en TVA sur marge? Alors, à l'heure où je vous fais cette vidéo, on peut encore être en TVA sur marge dans certains cas de division foncière, mais il faut savoir que la Cour de justice de l'Union européenne en fin 2021 a rendu un jugement dans lequel elle ouvrait la porte à un assujettissement à la TVA intégrale des terrains à bâtir. Alors, pour l'instant, ça n'a pas été repris au bulletin officiel des impôts. Donc on peut encore, sous certaines conditions, si on monte bien son opération, rester en TVA sur marge. Mais il faut savoir que si vous regardez, je sais pas, cette vidéo peut-être en 2024, eh bien, il faudra se mettre à la page et il est fort possible que les terrains à bâtir soient soumis à la TVA intégrale. Ce qui, soit dit en passant, risque ou d'impacter la rentabilité de nos opérations ou alors de provoquer une hausse substantielle du prix des terrains, parce que je vois mal tous les marchands de biens, tous les lotisseurs, etc., s'asseoir sur 20% de leur marge. Toujours est-il qu'il faut prendre en considération, bien sûr, les contraintes fiscales que vous avez sur la division de votre terrain, parce que vous n'allez pas juste garder toute la marge comme ça pour vous, donc il faut bien garder tous ces calculs en tête. Ensuite, il y a la contrainte financière. La contrainte financière, c'est quoi dans une opération de marchand de biens et dans une opération de division foncière? C'est savoir déjà si vous avez les fonds pour pouvoir réaliser l'opération. Est-ce que vous avez la trésor? Par exemple, vous pouvez être engagé sur une autre opération et vous allez devoir apporter une certaine quantité de trésorerie pour pouvoir réaliser cette opération. Parce que là, vous allez clairement être sur une opération professionnelle, donc vous allez avoir affaire à des banques professionnelles qui peuvent tout à fait vous financer cette opération, mais qui par contre vont sans doute vous demander une certaine quantité d'apport. Donc vous devez vous soucier dans la contrainte financière non seulement de votre trésor, mais également de la façon dont vous allez financer l'opération. Et la partie trésor, elle est très importante sur une opération de division foncière, puisque ce qu'il faut vous dire, et ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que la personne qui va vous acheter votre terrain, l'acquéreur qui va acheter un terrain,
lui, il va vouloir y faire construire une maison. Donc il va sans doute mettre une condition d'obtention de permis de construire sur l'acquisition de son terrain. Ce qui veut dire qu'au niveau délai, ça risque de prendre vraiment du temps avant que vous ne puissiez récupérer votre trésorerie. Donc il faut bien anticiper la question financière avant de se dire « Ah, je vais diviser, je vais lancer des opérations de division foncière ». Enfin, alors last but not least, la contrainte technique qui est également très importante sur une opération de division foncière. Et là, vous dites, mais attends, je détache un terrain à bâtir, dans quelle mesure j'ai des contraintes techniques, je vois pas du tout de quoi tu parles. Eh bien si, figurez-vous que comme dans toutes les opérations de marchand de biens et toutes les opérations de division, il peut y avoir de nombreuses, voire même de très nombreuses contraintes techniques sur une opération de division foncière, et je vais vous en donner un exemple juste là. Donc admettons que vous ayez un terrain, et ici, vous avez votre route, ok? Donc vous avez une maison en fond de parcelle, et ici vous vous dites, bon bah, là je veux bien détacher une parcelle de terrain à bâtir. Donc là, pas de souci, on se dit qu'on va pouvoir gérer l'accès ici, bah, soit par une servitude, soit par une parcelle en indivision, enfin bref, c'est jamais trop un souci, il faut voir comment on fait son montage. Sauf que, par exemple, vous vous dites, oui, il n'y a pas trop de sujets, machin truc, vous avancez sur la commercialisation des lots, vous vous souciez pas trop du bazar, et puis donc vous trouvez un acquéreur, votre acquéreur commence ses démarches pour son permis de construire, puis là, le conducteur de travaux de l'acquéreur, il vient voir, et puis en fait, il se rend compte que les réseaux de la maison existante, vous avez l'électricité qui passe comme ça, vous avez l'alimentation en eau potable qui passe ici, vous avez le tout à l'égout qui fait comme ça, parce qu'avant ici il y avait une ancienne fosse septique, puis ça a été relié au tout à l'égout, donc il s'est repiqué au tout à l'égout comme ça. Et bref, vous vous rendez compte qu'en fait il y a tous les réseaux de la maison qui passent sur le terrain. Et donc ce qui va se passer quand lui va venir construire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir vous supprimer tous les réseaux ici, ça pose un vrai sujet. Et là, ça c'est une contrainte technique que vous allez potentiellement devoir affronter, ou en tout cas que vous allez devoir surmonter lorsque vous envisagez une opération de division foncière. C'est-à-dire que là, vous allez devoir, en amont, quand vous visitez, ou quand vous envisagez l'opération, vous dire, ok, je vois que ici, j'ai mes plaques d'eau, je vois que ici, j'ai le poteau EDF, etc. Et donc, je présume que, eh bien, il y a des réseaux qui passent sur le terrain. Après, il y a d'autres moyens de faire des détections de réseaux, etc. Je ne rentre pas trop dans le détail. Mais en tout cas, à partir du moment où vous réalisez qu'il y a cette contrainte qui existe, eh bien, vous allez devoir cogiter à une solution pour, eh bien, au moins supprimer les réseaux, en tout cas les faire passer ailleurs, à un endroit qui ne va pas gêner la future construction. Et il faut aussi se rendre compte que ces contraintes techniques vont engendrer des contraintes d'ordre réglementaire, puisque ici, il va falloir créer une servitude qui va vous permettre de faire passer les réseaux, etc. Donc, il y a des cas de figure dans lesquels ça fonctionne, tout simplement on peut dévoyer les réseaux, comme ici, mais il y a des cas aussi beaucoup trop complexes où ça ne fonctionne pas, ou alors ça peut avoir une répercussion sur la contrainte commerciale, c'est-à-dire que là, vous vous rendez compte qu'au final, eh ben, l'opération elle tourne plus, elle n'est plus rentable. Dans la partie commerciale, il y a tous les calculs de rentabilité, et là vous vous rendez compte que la rentabilité, elle n'est plus au rendez-vous parce qu'il y a trop de travaux à mettre en œuvre, et donc, je sais pas, vous êtes dans le sud, c'est un sol rocailleux, il faut faire venir le brise-roche, vous en avez pour 15 000 balles de brise-roche et d'évacuation, l'opération, elle tourne plus. Et donc vous vous rendez compte que, eh bien, toutes ces contraintes, elles sont imbriquées les unes dans les autres, qu'elles vont avoir une influence les unes sur les autres, et surtout qu'on ne peut se soustraire à aucune de ces contraintes. Si vous souhaitez réaliser des opérations de marchand de biens comme les opérations de division foncière, eh bien je vous invite très chaleureusement à suivre une formation concrète sur le sujet. En ce qui nous concerne, nous sommes organisme de formation certifié Calliope. Nous dispensons des formations qui sont éligibles au CPF pour toutes les personnes qui veulent lancer une activité de marchand de biens immobiliers. On vous met les liens juste en dessous de la vidéo dans la description. Donc pour mener à bien une opération de division foncière, vous devez répondre à toutes les exigences que je vous ai présenté dans cette vidéo. C'est-à-dire que déjà vous allez devoir être conforme avec la réglementation et en plus avoir l'aval de la mairie, parce que rappelez-vous bien que le fait qu'un projet soit légal ne veut pas dire qu'il sera validé par la mairie. Donc déjà, numéro 1, vous devez avoir l'aval de la mairie. Numéro 2, votre projet doit respecter une logique commerciale, donc il faut que vous présentiez un projet qui plaise à vos acquéreurs et qui en plus vous permette de générer la rentabilité qui vous permettra d'atteindre les objectifs que vous vous serez fixé. Ensuite, vous devrez penser et anticiper, vous devrez penser à la fiscalité et surtout l'anticiper, vous tenir à la page du régime de TVA auquel vous allez être soumis quand vous allez réaliser votre opération. Si vous la réalisez en 2022 ou en 2025, eh bien, ce sera sans doute pas le même régime fiscal, notamment au regard de la TVA, donc il faudra que vous vous teniez au courant de la législation en matière de fiscalité sur les terrains à bâtir.
Il faudra également penser à la question du financement, donc à la question de la trésor, à la question de votre financement, mais également à la question du financement de vos acquéreurs. Parce que n'oubliez pas que ici, vous allez être en position de vendeur, puisque vous allez revendre une parcelle de terrain à bâtir. Et il faut bien que vous pensiez au financement de vos acquéreurs, parce que si vos acquéreurs vous plantent, eh bien, vous perdez automatiquement au moins 4 mois. Donc faites très attention à la question aussi du financement de vos acquéreurs. Il faudra enfin anticiper tout ce qui est contraintes techniques, ou en tout cas tout ce qui est lié au domaine technique, c'est-à-dire les notions de réseau existant, les notions de concessionnaire, c'est-à-dire Enedis, le fournisseur d'eau, le concessionnaire qui gère les eaux usées sur votre commune, etc. Bref, il faudra bien réfléchir à toute cette partie technique, également tous les artisans, hein, parce que là, si vous vous rendez bien compte que s'il faut faire ce genre de travaux, eh bien, il faut avoir des devis, coordonner les artisans, etc. Donc, il faut bien prendre en compte aussi la strate de complexité technique. Bien entendu, cela va avoir une répercussion sur la notion de délai. Et comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne, la notion de délai est absolument capitale dans les opérations de marchand de biens, puisqu'une opération de division foncière comme celle-ci prend au minimum, et quand je vous dis grand minimum, 6 mois. Et quand je vous dis 6 mois, vous n'avez pas encore revu la couleur de l'argent, vous n'avez pas encore revendu les deux lots. C'est vraiment grand minimum. En général, on est plutôt sur 9 mois si ça se passe bien. Ça, c'est si ça se passe bien. 12 mois, c'est correct. Et j'ai rencontré des personnes qui ont eu des opérations de division foncière, enfin ça nous est même arrivé à nous, des opérations de division foncière où c'est un petit peu parti en vrille, eh bien ça peut prendre 15 mois, 18 mois, 2 ans même parfois, avant de revoir la fin de la marge. Donc les délais, c'est toujours quelque chose d'absolument critique à anticiper et à gérer lorsqu'on fait une opération de marchand de biens et surtout une opération de division foncière. Donc ce sont des notions qu'il faut bien garder en tête lorsque vous voulez vous lancer dans cette typologie d'opération. Alors, j'ai pas voulu vous faire peur, c'était pas le but de cette vidéo, parce que là peut-être vous êtes en train de vous dire « Ouh là là, mais c'est beaucoup trop compliqué, ça m'a l'air, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît ». C'est normal si vous n'avez encore jamais réalisé ce type d'opération que ça vous fasse un petit peu peur, que ça vous paraisse un peu gros et qu'il y ait beaucoup de choses à savoir. C'est normal, c'est la raison pour laquelle sur une formation ça peut être assez pertinent. Mais je vous rassure, toutes ces choses-là, ça s'apprend. On apprend aussi à faire les choses pas à pas, à envisager une contrainte, à l'appréhender, à s'en sortir, on va dire, puis la deuxième, puis la troisième, etc. Donc toujours en mettant un pied devant l'autre. Mais toujours est-il que ce genre d'opération, ça peut rapporter des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros quand ça se passe vraiment bien. Et donc, ne faites pas l'économie de 2000, 3000 ou 4000 balles pour une formation, que ce soit la mienne ou celle d'un autre, on s'en fiche, pourvu que ce soit une formation complète et qui vous amène vraiment toutes les bases dont vous avez besoin pour réaliser cette typologie d'opération, et notamment toutes les bases en matière réglementaire, c'est-à-dire de droit privé et droit de l'urbanisme. C'était Yoni le Marchand de Biens pour la MDB Academy. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous l'aurez trouvée instructive. Si c'est le cas, payez votre like et laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine.